Salut à tous, comment allez-vous? Pour ma part, ça va bien. Je retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et j'ai décidé de faire une vidéo sur l'histoire à peu près complète de Shadows of Evil. Un ensemble global de l'histoire plutôt. On va parler un petit peu de son implication dans la storyline, ce qui s'est passé pour certains des personnages. Et on va parler de ça dans cette vidéo. Les personnages, leur objectif. Enfin bref, vous allez comprendre un petit peu Shadows of Evil. Beaucoup de personnes pour le moment sont un petit peu perdues probablement par rapport à l'histoire. Ils sont limités juste à connaître la map et pas vraiment l'histoire et ce qu'elle définit exactement. Et donc j'ai décidé de proposer cette vidéo pour que vous compreniez un petit peu. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez des questions ou autres, surtout n'hésitez pas à laisser dans l'espace des commentaires. Je vais essayer d'y répondre en étant le plus clair possible avec vous. Et puis bien évidemment, plus on va avancer dans la vidéo, plus on va se retrouver avec des choses complexes. On va commencer au début avec la base de Shadows of Evil. Shadows of Evil est probablement une inspiration d'une ville qui existe réellement aux États-Unis comme Chicago ou New York. Néanmoins, c'est une ville fictive du nom de Morgue City. La date où est-ce que tout se déroule, c'est probablement entre le 13 au 17 avril 1942. Donc on n'a pas exactement la date précise, mais ça se passe durant ce court laps de temps. Donc on sait que c'est à peu près ici. Et on retrouve 4 personnages qu'on peut jouer. Et on en a 2 aussi qui sont très, je dirais, importants dans l'histoire, mais on peut pas jouer avec, on peut pas interagir réellement avec. Je parle du Shadowsman ainsi que des gardiens, et vous allez comprendre un petit peu leur intérêt dans l'histoire plus tard dans cette vidéo. Donc nos 4 personnages ont commis chacun des crimes, et pour cela ça va leur coûter une place, un ticket en enfer. En fait ça va leur coûter une place vers Morgue City en version, on va dire, zombifiée. Pourquoi? Parce que chacun a commis donc un crime. Floyd Campbell, un boxeur désespéré de ses nombreuses dettes, décide un jour de combattre contre le boxeur numéro 1 de Morgue City. Dans un combat et dans une lutte très importante pour sa carrière et ses nombreuses dettes, il décide de tricher et laissant pour mort son adversaire King sur le ring, tout simplement car il avait mis des coups de poing américains dans son gant, et dans ses gants de base il avait donc triché et profité de la naïveté de l'arbitrage tout simplement. Jessica Rose. Cette femme rêve tout simplement de devenir une actrice populaire dans le domaine du cinéma. Elle réussit donc à se tailler une place et même obtenir un contrat. Néanmoins, durant une soirée, elle a eu une affaire avec un homme et un reporter l'a photographiée. Dans les cas où est-ce que le reporter dévoilait ses images, sa carrière tombait à l'eau. Jessica devait tout faire, mais tout faire, pour pouvoir retrouver ces images et les éradiquer tout simplement. Elle décide donc de profiter de la naïveté du reporter, de l'inviter chez elle. Le reporter vient et elle profite donc de la naïveté, comme je l'avais précédemment dit, du reporter en lui mettant des coups de ciseaux dans le dos et en le tuant pour que les images ne soient jamais dévoilées. Nero Blackstone, un magicien. Mauvaise réputation, un personnage très bizarre. Pratique de la magie noire. Et ce qu'il fait en général a l'air de déplaire à peu près tout le monde dans Morgue City. En plus de se rajouter à cela, il a tout pour être de mauvaise humeur et détester sa situation actuelle. Sa femme a de nombreuses dettes et Nero ne sait que faire. Il décide donc de pratiquer un tour de magie sur sa femme et bien évidemment la tuer de manière volontaire d'un coup de couteau au centre de la tête. La raison est qu'il pourra non seulement se débarrasser de sa femme, donc plus aucune dépense de la part de sa femme et donc plus aucune grosse dette, mais surtout de toucher l'assurance vie de sa femme qui lui permettra de repayer ses énormes dettes. Pour le dernier personnage, nous retrouvons Jack Vincent. Jack Vincent est un personnage, un policier corrompu. Il profite de son poste dans la société de policier pour pouvoir s'attribuer des bénéfices et des privilèges. Un jour, un nouveau maire est élu à Morgue City et il décide de retirer toute la corruption. C'est alors que Jack Vincent a besoin d'éliminer tous ceux qui peuvent le trouvé coupable. Il décide donc d'éliminer une des personnes qui pourrait le dénoncer. Et c'est alors que Jack Vincent a commis son crime. Nos personnages sont téléportés, ou pas vraiment téléportés, mais sont mis dans une dimension parallèle à laquelle ils étaient. Ils restent toujours dans le cadre de Morgue City, c'est la même ville, mais dans une autre dimension. Ils sont seulement les 4 derniers humains restants, et ils se retrouvent entourés d'une horde de zombies. Ils remarquent très rapidement qu'il y a des choses extrêmement bizarres autour d'eux, comme déjà la marque de la bête qu'ils ont sur leurs mains, chacun, ils sont tous marqués d'une marque de bête, et peuvent bien évidemment se transformer en sorte de grosses bêtes avec des tentacules, ce qui leur permet de pouvoir s'agripper à certaines parties de la map,
qu'on ne peut pas atteindre en étant un humain. Et ça leur permet de, bien évidemment, allumer le courant pour des atouts ou utiliser un paquet, ouvrir des portes ou des escaliers. Ils font la rencontre du Shadowsman, personnage très étrange dont on connaît peu de choses. Le Shadowsman prétend être quelqu'un qui va les aider et leur permet de sortir de cet enfer si, en échange, eux, aident à acquérir la clé, l'artefact le plus puissant du monde. Il n'y a aucun artefact plus puissant que celui-ci, même dans toutes les dimensions parallèles possibles, vu que c'est un petit peu un jeu de dimensions que Treyarch nous a mis. Nos personnages, sans hésitation, décident donc d'adhérer au jeu du Shadowsman. Le Shadowsman prétend ensuite que les gardiens, les sortes de sorcières si vous préférez, qui sortent de portails lorsque vous interagissez avec certains items de la map, sont soi-disant méchants selon Shadowsman, mais c'est l'inverse et vous le découvrirez un petit peu plus tard. Pour ce fait, nous avons donc besoin que chacun des personnages réussisse des rituels. Il y a 4 rituels, 4 personnes à sacrifier à travers la map. Chacun des personnages doit retrouver des items leur correspondant. Par exemple, Jessica, elle a une perruque. Chacun des personnages donc a besoin de cette perruque et grâce à la clé, bien évidemment, ils peuvent pratiquer un rituel sur une personne qui était à Morgue City précédemment dans leur vie avant de tomber dans cet enfer. Une fois que les premiers rituels et sacrifices sont réalisés, ils réussissent à créer et évoquer une sorte de verre. Ils ont besoin de ce verre pour finalement ouvrir la salle de la clé, si vous voulez, où se trouve le Pack-a-Punch pour faire plus simple. Une fois les 4 rituels complétés, vous avez donc besoin de vous rendre à cette sorte de salle justement cachée où est-ce qu'il y a le Pack-a-Punch. Une fois rendu à cette salle, vous avez mis les 4 verres sur des sortes de fontaines pour invoquer et ouvrir le Pack-a-Punch. Une fois que c'est fait, il y aura le Shadowsman qui va révéler sa vraie identité. Il va s'emparer de la clé et vous avez, entre guillemets, réussi à le rendre encore plus puissant. Il a donc profité de vous et de la naïveté de chacun des personnages au début de l'easter egg pour s'emparer de la clé et disparaître à tout jamais. On comprend en fait que le Shadowsman appartient à la race des Apoticans. Pour faire simple, c'est une race qui vit dans une sorte de cité perdue et qui était durant de nombreuses années simplement en guerre. Il fait donc partie de cette race et n'avait en fait en aucun cas envie d'aider nos personnages. Il les a entre guillemets aidés uniquement pour se servir pour son intérêt personnel. Pour compléter la suite de l'easter egg, il faudra maintenant en fait s'assembler et faire équipe, s'allier si vous voulez, aux gardiens. Le Shadowsman nous avait menti. Les gardiens étaient finalement gentils. La raison pour laquelle les gardiens nous attaquaient en fait quand on prenait un item, c'était pour pas qu'on réussisse à créer tous ces rituels et que finalement l'artefact le plus puissant du monde tombe dans les mains du Shadowsman. C'était une bonne intention, bien évidemment ils essayent de nous tuer, mais c'était par tout simplement objectif pour défendre le monde et éviter un apocalypse. Durant tout ce temps-là, Shadowsman nous avait dit que c'était les gardiens qui allaient créer l'apocalypse et profiter de l'artefact, mais en final, c'est lui qui en a profité et qui nous a bernés. On a besoin de l'aide donc des gardiens pour pouvoir réussir à mettre en échec le Shadowsman. On améliore les épées et un paquet d'autres étapes que vous connaissez probablement pour l'easter egg pour finalement arriver à la dernière étape qui nous permet d'être en mode bête de manière infinie. Ces étapes nous permettront en fait de surcharger le tramway et de créer une énorme charge électrique. Avec ceci, ça va donner une puissance maximale aux gardiens. Les gardiens vont donc réussir à créer une sorte d'énorme orbite et détruire avec cette orbite, ou plutôt ce rayon Cthulhu qui était dans les airs, une sorte d'énorme kraken qui crée l'apocalypse après avoir ouvert la salle du Pack-a-Punch et que le Shadowsman s'est emparé de la clé. Il meurt finalement grâce à justement l'aide non seulement de la surcharge sur le tramway, mais également grâce à l'aide des gardiens. Finalement, le leader des gardiens décide de s'approcher vers nous et à récupérer la clé. Après cette expérience ou cette aventure, il juge que nos personnages sont les meilleurs pour garder la clé, en toute sécurité tout simplement. Il vient pour nous la donner, mais Richthofen apparaît de nulle part, s'empare de la clé et disparaît dans une autre dimension. On peut probablement se dire que Richthofen traversait de dimension en dimension pour trouver cette clé.
une fois qu'il l'a trouvé, il se retrouve sur The Giant, mais ça c'est une autre histoire. Nos personnages ont donc réussi à éviter l'apocalypse grâce à l'aide des gardiens. Mais que devient le Shadowsman? C'est une des questions qu'on peut se poser et on peut spéculer. C'était, si vous voulez, ce que je viens de vous raconter, l'histoire à peu près complète de Shadows of Evil une fois avoir complété l'easter egg. Maintenant finalement on va parler un petit peu du Shadowsman et des gardiens. Les gardiens étaient plutôt gentils, comme je vous l'avais expliqué précédemment, ils se combattaient contre les apoticans, la race du Shadowsman, étaient au courant que le Shadowsman avait tout simplement comme unique but de prendre la clé, l'artefact le plus puissant et qui tomberait entre de mauvaises mains pourrait créer une énorme catastrophe. Donc les gardiens essaient de nous prévenir par rapport à ça. Dès qu'on interagissait avec un objet qui nous permettait de faire les rituels et d'ouvrir le pack à punch, ils essaient de nous en empêcher. Ils étaient finalement gentils, contrairement au Shadowsman qui lui appartenait à la race apotican. La question qu'on peut se poser c'est, qu'essaie-t-il de faire avec la clé? Pourquoi a-t-il essayé de nous voler la clé? On ne sait pas exactement et bien évidemment on pourrait le découvrir plus tard dans d'autres maps, d'autres quotes qu'on peut trouver sur la map, d'autres indices, d'autres évidences ou autres. Maintenant on va parler un petit peu de la référence de Shadows of Evil à Lovecraft. Pour ceux qui ne connaissent pas Lovecraft, si vous voulez, c'est un auteur très réputé et très connu. Il a écrit le Call of Cthulhu, qui est un livre, tout simplement. Il a créé une énorme mythologie, la mythologie de Cthulhu. Si vous voulez, Cthulhu est un petit peu comme un dieu qui vit dans le fond des mers et qui un petit peu terrasse tout le monde. Enfin bref, c'est la définition de la terreur tout simplement. Cthulhu, en plus de ça, a énormément de, comment je dirais, d'esclaves, entre guillemets, ou plutôt de servants à son insu. Les Margouages, justement, à trois têtes, font également partie du récit de Lovecraft. Lovecraft décrit dans son récit, à travers le Call de Cthulhu, l'apparition de servants de Cthulhu à trois têtes, énormes, tout simplement, et qui effraient tout le monde et terrassent les adversaires qui s'opposent à Cthulhu. On peut déjà croire que ça, c'est un petit peu la mythologie et la liaison avec Cthulhu. Les personnes ayant commis de mauvaises choses, justement, se retrouvent dans le roman de Lovecraft, se retrouvent confrontés à Cthulhu pour souffrir tout simplement des mauvaises choses qu'ils ont faites. C'est un petit peu la perception qu'on a dans Shadows of Evil. Mais ne croyez pas que ça s'arrête ici. Il y a bien évidemment d'autres références par rapport à Lovecraft, mais ça prendrait trop de temps à expliquer. Par exemple, les œufs ou les plantes qu'on peut retrouver au coin de map, qui sont globalement un petit peu liés à Lovecraft et à tout ce qui est tentacules et l'histoire de Cthulhu. Enfin bref, vous avez compris, c'est lié à cette mythologie. Et on ne sait pas exactement par contre ce que ces œufs au milieu de map essaient vraiment d'indiquer pour non seulement nos personnages mais dans l'histoire de Lovecraft. On va un petit peu maintenant se concentrer avec 2-3 petits easter eggs très intéressants. Je voudrais surtout parler en fait dans Shadows of Evil lorsque l'avion survole la map. Pour ceux qui n'ont pas remarqué en fait, l'avion de Mob of the Dead, l'avion que Weasel prend, l'avion que tous nos personnages prennent pour aller au Golden Bridge s'écraser, survole la map lorsque vous allez ouvrir le pack a punch, lorsque l'apocalypse commence. Pour quelle raison? C'est tout simplement pour une raison commune. Shadows of Evil et Mob of the Dead sont dans une bulle commune, si vous voulez, dans le même purgatoire. C'est très dur de se l'imaginer au début, et je pense que personne s'attendait à ça, mais finalement, ça nous indique ça. L'avion de Mob of the Dead passe par-dessus Shadows of Evil, car ils sont dans le même purgatoire, et San Francisco et Chicago sont pas très éloignés, donc ça pourrait être logique. Bien évidemment, il reste qu'on nous pose certaines questions par rapport à ça. Qui conduit l'avion? Comment l'avion s'est rendu ici? Est-ce que c'est Weasel qui s'est échappé? Enfin bref, vous m'avez compris. Mais c'est un easter egg qui tout simplement a évoqué énormément de soupçons. Et il fallait mais absolument en parler. Donc cette vidéo est à peu près l'histoire de Shadows of Evil. Je suis vraiment pas entré dans le plus profond. Il y a encore beaucoup de choses à savoir. Mais j'ai décidé avec cette vidéo de relier les choses majeures de Shadows of Evil. Toutes les informations les plus importantes par rapport aux personnages, à l'histoire et aux événements. Si vous voulez, la note finale et la conclusion de Shadows of Evil, c'est que Shadows of Evil est en fait l'introduction à l'histoire du zombie de Call of Duty Black Ops 3. L'introduction dans le sens parce qu'elle se passe
avant toutes les maps qui vont suivre. Et en plus, il y a eu l'Afterfact, la clé, qui est très importante à la suite de l'histoire de Black Ops 3. On verra que dans les maps suivantes, elle risque de jouer un rôle crucial. Richthofen le dit dans plusieurs des radios dans The Giant et l'énonce à plusieurs reprises. On peut donc se dire que Shadows of Evil est l'introduction et la clé de l'Afterfact, ainsi que Shadows of Evil son introduction aux maps futures et à l'histoire qui va en venir. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce vert. Une nouvelle fois, vous pouvez non seulement me donner vos avis dans l'espace des commentaires, mais si vous avez de plus amples questions à me poser, j'y ferai de mon mieux pour y répondre et vous éclairer encore plus l'histoire. Bien évidemment, elle a pris beaucoup de temps cette vidéo, donc essayez de la respecter un minimum. Je vous dis ciao les gars et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.